L'actualité à la une ce soir, plus de 7000 forages et 4000 km d'adduction d'eau à l'horizon 2020. Le programme d'urgence du président du Faso a été lancé aujourd'hui à Koufsen dans le Boulkiemde. La tranche 2016 peut désormais commencer à travers les 13 régions du pays. Le président du Faso était sur place. Une cinquantaine de stands consumés par les flammes à la Semaine nationale de la culture. L'origine du sinistre reste encore inconnue. Nous serons en direct de Bobo Dioulasso pour prendre la situation sur place avec Christine Koulibaly. Plus d'un millier de réfugiés reçus au sud-ouest suite à la crise de Bouna. Ils ont été accueillis à Kwéré et à Batié dans le Numbiel. Le gouverneur de la région leur a rendu visite hier avec un objectif en tête, leur apporter le soutien du gouvernement. Bonsoir à tous et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Objectif, 0 corvée d'eau à l'horizon 2020. C'est le but de la composante eau et assainissement du président Roch-Marc Christian Kaboré. Le président du Faso l'a lui-même lancé aujourd'hui à Kouksin. Dans le Boulkiemde, il ambitionne construire 7500 forages et 4000 km de réseaux supplémentaires d'adduction d'eau et plusieurs infrastructures d'assainissement. Mathias Drabo, Abdelaziz Yagibou. L'eau de l'espoir qui jaillit des entrailles de la terre de Kouksin, un village du Boulkiemde. Aux commandes de la foreuse, le président du Faso en personne. D'une simple promesse électorale tirée d'un segment de son programme, le slogan « Zéro corvée d'eau d'ici à 2020 » passe à une phase d'opérationnalisation. Si, en milieu urbain, ce programme prévoit, entre autres, la construction de 4000 km de réseaux supplémentaires d'adduction d'eau potable et la production de 45 000 m3 d'eau par jour, en milieu rural, par contre, il est envisagé la réalisation de 7500 forages, de 300 puits modernes à grand diamètre et de 500 réseaux d'adduction d'eau potable pour tous les chefs-lieux de communes rurales. Pour cette année, ce programme permettra d'accroître considérablement l'offre en eau potable et en infrastructures d'assainissement à travers les réalisations tissues. Je dis bien cette année. 91 forages en milieu urbain sur le cadre de la ville de Ouadou. 214 km de réseau d'AUP, 21 232 branchements particuliers, des réservoirs d'une capacité de 450 m3. En milieu rural et en milieu semi-urbain, il sera réalisé 1153 forages neufs, 202 forages à réhabiliter, 65 AUPS neufs et 19 AUPS à réhabiliter. En plus de soustraire ces millions de femmes de la pénibilité de la corvée d'eau, cette opération apporte un souffle nouveau au développement. Pour les populations bénéficiaires, c'est un nouveau jour qui se lève dans leur quotidien. Ici, à Sourou, l'assainissement, surtout les WC et autres là, il y en a mais ce n'est pas suffisant. Ces gestes-là, en tout cas, vont nous soulager, ça va nous aider beaucoup. Il y a pas mal, en tout cas, qui défectent toujours dans la nature. Ce qui, en tout cas, n'est pas, en matière de santé, n'est pas quand même satisfaisant. Le combat pour l'éradication des maladies liées au manque d'eau potable et d'assainissement doit devenir universel, connu et porté par tous, estime le président Kaboré qui a procédé devant l'assistance à un acte pédagogique de lavage de mains. Avec le lancement de ce programme qui a connu la participation de plusieurs partenaires techniques et financiers intervenant aux côtés du Burkina dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, c'est une véritable révolution qui prend son envol à Kouksin. Révolution à laquelle le président du Faso appelle tous les Burkinabés. Le président du Faso, justement, qui a lancé ce programme, situe les enjeux de cette composante eau et assainissement. Roch-Marc Christian Kaboré, nous l'écoutons. L'engagement déjà pour nous, c'était de réaliser sur 5 ans 1500 forages. Nous en faisons déjà 1100 la première année, ce qui signifie que forcément le programme sera largement dépassé en matière d'eau. En matière d'assainissement également, nous allons cette année faire 34 000 latrines en milieu rural. Donc ça veut dire que petit à petit, nous pensons que d'ici 2020, nous aurons en tout cas, même si nous ne faisons pas les 100% de notre programme à ce moment, nous aurons avancé à plus de 80% de ce programme. Nous devons assurer réciproquement le contrôle des engagements que nous prenons. C'est vrai, nous sommes venus lancer ici à Kouksin le programme présidentiel d'urgence concernant l'eau et l'assainissement, mais nous souhaitons
que les journalistes également puissent aller sur le terrain d'ici 3 mois pour constater ce qui est réellement fait. Et cela vous permet également soit de nous féliciter ou également de nous critiquer pour dire que les choses ne vont pas aussi bien que souhaité. Nous avons décliné un programme sur plusieurs points. D'abord, nous avons pris notre programme sur le plan de l'éducation. Nous devons renforcer la formation et l'éducation des Burkinabés. Et de ce point de vue-là, comme vous l'avez déjà entendu, nous avons un programme qui est mis en œuvre aussi bien dans la construction de CG, dans la construction de lycées et également dans le fait qu'il ne doit plus avoir d'école sous paillotte dans notre pays. Donc nous allons commencer à régler ces questions-là dès cette année 2016. Nous avons également posé les problèmes qui concernent également l'eau. C'est le programme que nous lançons aujourd'hui, et la santé, qui sont des priorités dans le cadre du capital humain que nous voulons renforcer. Ce sont des propos recueillis par Mathias Drabo et Abdelaziz Yagibou. Le programme Santé dont parle le président du Faso tout à l'heure sera lancé ce 2 avril. Elle concerne la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Selon le ministre de la Santé, le programme ne sera pas différé. Il a rencontré la presse aujourd'hui, Roger Cam et Pascal Canet. Le ministère de la Santé est prêt. Dès le 2 avril 2016, la mesure sur la gratuité des soins pour certaines maladies des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes sera une réalité dans les régions du centre, des Hauts-Bassins et du Sahel. La logistique est déployée et les fonds disponibles dans les centres de santé. L'agent de santé ne demandera pas de l'argent à la femme pour la prendre en charge. L'agent de santé va prendre la femme en charge, lui prescrit l'ordonnance qu'il faut et la femme ira au niveau du dépôt pharmaceutique récupérer ses médicaments. La mesure concerne pour le moment les centres de santé. C'est en mai qu'elle s'étendra dans les centres hospitaliers universitaires, le temps de voir la situation dans les CSPS et de faire des réglages si nécessaire. La gratuité ne concerne pas non plus le traitement du cancer du col de l'utérus, mais sa prévention. Le ministre demande aux hommes des médias de donner la bonne information. Justement, actualité oblige, les journalistes veulent savoir ce que devient l'enquête sur le décès le 16 mars dernier de la femme en couche à l'hôpital Yalagodo Ouedraogo. Je ne vais pas parler comme les magistrats, mais l'enquête est en cours et nous attendons incessamment les conclusions des travaux de ces techniciens qui sont spécialisés, ils ont été formés pour ça, et pour revenir vers vous et puis vous citer davantage sur ce drame. Un peu de patience donc pour connaître les raisons de cet incident. Revenant au sujet du jour, Smaïla Ouedraogo annonce la généralisation de la mesure de la gratuité des soins à toutes les régions à partir de juin 2016. Et puis on l'a appris ce soir, le colonel Yacouba Ouedraogo, arrêté dans le cadre du coup d'État manqué le 16 septembre dernier, a été libéré par la justice militaire. Avec lui, la journaliste Caroline Yoda. L'information a été confirmée par le commissaire du gouvernement. Allons à présent à Bobo-Dioulasso où nous attend Christine Koulibaly. Bonsoir Christine. Simon Congo, bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs de la RTB. Et on l'a dit en titre, Christine Koulibaly, la journée a été difficile à Bobo-Dioulasso avec un incendie qui s'est invité à la foire donc, de la Semaine nationale de la culture. Congo, il faut dire que les dégâts sont assez importants. Les soldats du feu sont intervenus pour essayer de circonscrire les flammes, mais le mal était déjà fait. Une cinquantaine de stands et leurs contenus sont partis en fumée, laissant des exposants dans le désarroi. La foire est restée fermée toute la journée. Le ministre en charge de la culture était sur les lieux du sinistre où il a rassuré que toutes les dispositions seront prises pour situer les responsabilités. Le constat avec Idrissa Warga et Karim Sissé. Voici ce qui reste de la zone commerciale réservée aux articles divers. Des congélateurs calcinés, des ustensiles de cuisine irrécupérables, des vêtements hors d'usage, une cinquantaine de stands partis en fumée. On dormait au dehors à côté des milles là. Vous voyez les 5h30, vous voyez les feux qui brûlaient, les flammes qui brûlaient. Nous aussi, on a crié, on a appelé les sapeurs-pompiers. On a appelé pendant au moins 10 minutes ou 15 minutes qu'ils n'ont pas réveillé. Nous aussi, on a poussé porte là. Franchement, les poulets et puis les gendarmes, pour pas qu'ils nous rentrent. Mais nous avons forcé, on rentre.
on a commencé à éteindre le feu et aussi ils sont venus. Ils sont en train de faire, l'eau est finie, ils ont rappelé un renfort là aussi, l'eau est finie. Ils sont partis envoyer l'eau. Et nous aussi on prenait l'eau dans les robinets, on venait au puits, on tenait. Mariam a tout perdu. Hier seulement, elle approvisionnait son stand de nouvelles marchandises. Mais hélas, Moussa, l'une des victimes, ne sait plus à quel sens se vouer. Donc maintenant là, nous, on veut retourner à la pays quoi. Mais je veux qu'ils nous disent des choses très concrètes. Je veux que qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'elle va nous payer ou pas? Si elle ne nous paye pas, on n'a qu'à aller, pas de souci. Mais si elle nous paye, c'est ça qu'on souhaite comme ça. Parce qu'on a perdu, moi-même, personnellement, j'ai perdu plus de 5 millions. Sur le site du sinistre, le ministre de la Culture est venu s'enquérir de l'état des dégâts. Une réunion de crise s'est tenue et des mesures ont été prises pour situer les responsabilités. D'ores et déjà, nous avons décidé de la fermeture du site pendant la journée d'aujourd'hui afin de mener une expertise totale sur l'état des installations électriques. Et c'est à l'issue de cette investigation, de cette expertise, que nous allons prendre la décision d'ouverture ou non de la foire à partir de demain matin. C'est dire donc que les exposants doivent prendre le mal en patience en attendant les résultats de cette enquête. Christine Koulibaly, la compétition se poursuit et hier on était à l'avant-dernière journée des Jeux pénals côté adultes. Effectivement, et la Maison de la Culture a affiché comble pour cette 5e et avant-dernière nuit du Jeu pénal. Pendant 3 heures d'horloge, slameurs, danseurs, chorégraphes et vedettes de la chanson traditionnelle ont tenu le public en haleine. Un public bobolais qui tient à vivre pleinement les derniers instants de la Semaine nationale de la culture. Revivons les temps forts de cette 5e nuit avec Drissa Traoré et Isia Kanana. La Maison de la Culture Monseigneur Anselme Titiama Sanou au rythme de la danse Yarma de Lubritenga. Tout comme la troupe Télé Koudomde, ce sont au total 12 troupes qui ont tenu le public en haleine. Certains spectateurs sont impressionnés. Bon, j'ai apprécié le spectacle, c'est très bon. Je suis très content même. C'est ma première fois même de venir ici. Non, c'est très magnifique. Le troupe Golbakoté du Oué, ça m'a très étonné. Beaucoup de troupes qui sont passées ce soir que je connais depuis fort longtemps. Et par rapport à la prestation de ce soir, en tout cas, moi j'ai remarqué vraiment une amélioration vraiment. Donc je suis très content. Occupation scénique, expression vocale, slam, percussion, chorégraphie, bref, un spectacle riche en couleurs. Nous avons été vraiment très agréablement surpris par la qualité de l'ensemble des prestations qui ont été données ce soir. Nous y voyons le résultat d'un travail qui a été mené dès la base et qui fait qu'il y a un certain nombre de troupes qui véritablement ont atteint un niveau professionnel. Rendez-vous donc le 2 avril prochain pour connaître les différents vainqueurs de ce Grand Prix national des arts et des lettres. Et puis Christine Koulibaly, au titre des conférences de la Semaine nationale de la culture, la question de la parenté à plaisanterie n'a pas été oubliée. L'alliance à plaisanterie, un facteur de cohésion sociale, c'est ce que le professeur Albert Ouedraogo s'est attelé à expliquer lors de la 3e conférence de la Semaine nationale de la culture. Entre rappels historiques, état des lieux, le conférencier a lancé un cri de cœur pour la sauvegarde de cette pratique. La conférence est suivie pour nous par Karim Sissé. Alliance à plaisanterie au service du Burkina en réconciliation, enjeux et défis. C'est sous ce thème que s'est tenue la 3e conférence de la Semaine nationale de la culture. Pendant une demi-heure, le professeur Albert Ouedraogo a expliqué aux participants les origines de cette pratique culturelle, sa place et son apport dans la construction du vivre ensemble. Les alliés à plaisanterie se doivent assistance et solidarité. Les alliés à plaisanterie sont invités à aider
leur allier à se sortir des situations de difficulté. Il doit faire en sorte qu'ils ne se retrouvent pas dans une situation de déshonneur. Pour le conférencier du jour, l'Alliance à plaisanterie est un bel instrument aux mains des Burkinabés qu'il ne faut pas négliger. Et les participants n'ont pas manqué d'afficher leur satisfaction. Ce que j'ai appris réellement, donc c'est pour dire que ça a permis quand même de régler pas mal de crises au Burkina Faso et au-delà du Burkina Faso. Et je pense que c'est une richesse que nous devons sauvegarder à tout prix. J'ai retenu en tout cas que pour le Burkina Faso, pour sa cohésion nationale, il faut vraiment qu'on puisse cultiver davantage ce trésor en tout cas que nous ont laissé les anciens. Aujourd'hui, il arrive parfois que les parents à plaisanterie se retrouvent en situation de conflit violent, un fait que déplore le conférencier. Il y a donc lieu de faire un travail de fond afin de préserver cet héritage culturel, a-t-il ajouté. Bongo, on s'arrête là pour ce soir, mais il faut dire qu'ici à la Maison de la Culture, l'affluence est au rendez-vous pour la dernière nuit du jeu pénal pour adultes. À demain. Merci à vous. À demain, Christine Koulibaly, et à toute l'équipe de la RTB sur place. La suite de cette édition. Le village de Bilgo est désormais alimenté en courant électrique. C'est une centrale hybride solaire et groupe électrogène qui produit 30 kW. Son but, accélérer le développement de la localité. Paul David Bambara, Aboubakar Sagnon. Un compteur électrique qui tourne, une ampoule allumée au milieu des cases. À Bilgo, village de la commune de Pabré, il y a même de l'éclairage public. Le village est alimenté en électricité par cette centrale hybride solaire groupe électrogène d'une capacité de 30 kW. D'habitude, les centrales solaires ont tous un pack de batterie. Si vous voyez ici, il n'y a pas de batterie pour le réseau. La partie hybride est composée de solaire et simplement de quelques groupes électrogènes qu'on a mis en cascade. L'arrivée de l'électricité à Bilgo était fortement attendue par les populations. Cette électricité va donner un coup à l'emploi des jeunes. Ça va faciliter également le service de nos braves infirmiers. Cette centrale a été réalisée dans le cadre du projet Flexi Énergie. Le tout pour nous, c'est que d'ici 2 à 3 ans, que le maximum de populations dans les zones rurales puissent avoir accès à l'énergie en intensifiant donc les installations solaires. 2,2 milliards de francs CFA, c'est le coût global de la centrale hybride, des investissements financés à 70% par l'Union européenne. Notre soutien s'inscrit parfaitement dans le cadre de la priorité des autorités pour promouvoir davantage le développement à travers un accès accru à l'énergie. La centrale hybride de Bilgo a été conçue par l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement d'Ezieux. Sa gestion et son exploitation sont confiées à la Sonabel. Le collectif syndical CGTB demande un chronogramme de mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement, notamment sur la loi 0421. Il demande une clarification de la somme allouée au financement de la loi. Mokhtar Ouedraogo, Moukon Dabiri. La mise en œuvre de la loi 081, c'est la pomme de discorde en ce moment entre le gouvernement et la CGTB. Les syndicats dénoncent le manque de transparence du gouvernement autour des montants liés à la mise en œuvre de la dite loi. L'impact de la relecture de la loi 013 n'est pas 40 milliards, c'est 39 milliards. Le ministre de la fonction publique l'a reconnu. Malheureusement, à l'issue de leur conseil de ministres portant loi rectificative sur le budget de finances, Madame la ministre est ressortie avec les mêmes propos de 40 milliards. Elle a même ajouté que ce qui a été budgétisé, c'est 15 milliards pour prendre en charge les arriérés. Nous ne savons pas de quels arriérés il parle. D'autant que les arriérés sur les avancements des fonctionnaires remontent à 18 milliards et quelques. L'impact de la loi elle-même, c'est 20 milliards. Donc l'ensemble tourne autour de 39 milliards. Quand on nous dit que c'est 40 milliards, on n'est pas d'accord. Donc nous attendons un chronogramme clair de la mise en œuvre de ces engagements qui ont été pris par le gouvernement. Parlant d'engagement, la CGTB s'insurge contre les élections des délégués du personnel de Deuzieux organisées par sa direction. Des élections qui, selon les syndicats, ont été tenues en violation des tests. Et le collectif exige leur annulation pure et simple. L'inspection du travail a estimé que la loi a été violée.
et a recommandé à ce que ces élections soient organisées en respectant le contenu du décret 2009-016. Prenant l'opinion à témoin, le collectif syndical donne un délai d'une semaine au gouvernement pour s'assumer. Et si rien n'est fait, la CGTB menace de déposer un préavis de grève. Plus d'un millier de réfugiés arrivés au sud-ouest suite aux affrontements entre éleveurs et agriculteurs de Bouna. Ces déplacés ont été accueillis dans le Numbiel. Le gouverneur de la région est allé leur apporter soutien. Oumaro Sagnon, Christophe Da. Beaucoup d'enfants en bas âge et de femmes à la maison des jeunes de Bati qui abrite 682 réfugiés de la crise de Bouna. À une cinquantaine de kilomètres de là, dans la commune rurale de Kouéré, 588 déplacés occupent un autre camp de réfugiés. Dans ces deux sites, les plus peuplés qui ont fait l'objet de la visite du gouverneur parmi les quatre, la peur et l'inquiétude laissent peu à peu place à l'espoir. La peur que nous ressentions au début s'est dissipée et Dieu merci, les autorités sont venues nous témoigner leur soutien. Nous avons tout abandonné de l'autre côté en cherchant à sauver notre peau. Ce que nous demandons aux autorités aujourd'hui, c'est de nous trouver un terrain afin qu'on puisse s'installer dans notre patrie. Des démarches administratives sont enclenchées pour trouver des solutions idoines à cette situation. Le gouverneur a même pris des mesures pour résoudre les situations les plus urgentes, telles que l'inscription des enfants scolarisés dans les écoles proches des camps. Pour ce qui est de la prise en charge alimentaire, des vivres sont arrivés dans les différents sites, même si le nombre de réfugiés reste instable. Ici, on comptait quelque chose de 500 et quelques 557 personnes par là à la date d'avant-hier. Et d'hier à aujourd'hui, nous avons 300 autres personnes qui sont venues s'ajouter. Bon, il n'y a pas une explication à cela, puisque de l'autre côté, nous n'avons pas vent que les attaques continuent. Peut-être que c'était des gens qui étaient cachés, mais nous avons attiré l'attention sur le fait de se renseigner davantage pour voir s'il s'agit réellement de personnes vraiment concernées par ce conflit-là. Sinon, on sera débordé. 1531 réfugiés avaient été répertoriés dans les 4 campements avant la visite du gouverneur. Tous ont fui les violences communautaires déclenchées jeudi 24 mars dernier à Bouna, faisant plus de 20 morts selon plusieurs sources. L'implication de l'armée dans la politique en 2014, l'implication des organisations de la société civile et bien sûr les multiples revendications sont au menu du rapport sur la bonne gouvernance. Le secrétariat permanent chargé de son élaboration était à Koudougou pour examen et validation. Paul David Bambara, Wendata Nathalie Kaori. Le rapport 2014 sur la gouvernance fait le diagnostic des progrès réalisés, relève des insuffisances et formule des recommandations en vue de renforcer la pratique de la bonne gouvernance au Burkina Faso. À Koudougou, les différentes parties prenantes à son élaboration sont réunies pour examiner et valider le dit rapport qui prend en compte les domaines clés de la gouvernance au Burkina Faso. Ce rapport évoque les 4 axes de la gouvernance économique, la gouvernance locale, la gouvernance politique et la gouvernance administrative. Alors, il s'agit de dégager les différents acquis qu'on a pu avoir et puis, bien entendu, de relever les insuffisances. Des insuffisances, il y en a eu dans la gouvernance en 2014 au Burkina Faso. Le rapport révèle par exemple que l'incivisme a été constaté à tous les niveaux de la société burkinabé depuis l'insurrection populaire. Autre fait marquant dans la gouvernance en 2014, l'implication de l'armée dans le jeu politique et la politisation de certaines organisations de la société civile. Sur le plan administratif, le rapport déplore une instabilité institutionnelle caractérisée par une montée des revendications sectorielles autour de la revalorisation des carrières dans l'administration publique. Et pour améliorer la gouvernance au Burkina Faso, le secrétariat permanent de la politique nationale sur la bonne gouvernance a formulé des recommandations contenues dans ce rapport. Un rapport qui sera validé et soumis en Conseil des ministres pour adoption. Des femmes transformatrices de l'espace CEDEAO s'informent sur les politiques et les accords commerciaux. Il s'agit de leur permettre de développer des meilleures pratiques pour améliorer le commerce de leurs produits finis. Elles viennent de 4 pays de la sous-région. Urbain Benito Somé, Nyakiteda. 24 compétences autour d'une même table. Ces femmes spécialisées dans la transformation de céréales
sont venus de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo et du Burkina, avec pour mission renforcer leurs capacités pour une gestion efficace et rentable de leurs entreprises de transformation des céréales. Nous aurons à traiter des thématiques spécifiques. La gestion d'une entreprise en phase de développement, quels sont les outils, quelles sont les approches et quelles sont les opportunités à exploiter. À cette rencontre, il s'agira également de fournir aux femmes des informations sur les politiques et les accords commerciaux de l'espace CEDEAO. Pour cela, elles vont aussi apprendre les négociations commerciales, les contrats de marché, mais aussi elles mettront en place un réseau de liens d'entreprise. Il y a des appels d'offres qui sont lancés, qui sont relatifs à la qualité, à la quantité, mais les exigences sont telles que, individuellement, ces femmes ne sont pas capables de compétir. Mais en restant ensemble, en unissant leurs efforts, ils peuvent valablement compétir et gagner ces marchés. Par cette formation, West Africa Trade et son partenaire USAID ont pour ambition d'accroître les capacités d'analyse des femmes pour une meilleure compréhension de l'environnement des entreprises afin de mieux développer leurs activités. Et puis, cette information sous forme de brève à l'étranger, le nouveau chef de gouvernement libyen est loin de faire l'unanimité. Arrivé hier à Tripoli, il a été sommé de quitter la capitale, jugeant son gouvernement illégal. Il s'était pourtant donné pour mission d'assurer la cohésion nationale dans ce pays en proie à la violence depuis la chute de Muammar Kadhafi. Après une semaine de repos, nous sommes en football sport. Le championnat national de foot reprend ses droits ce week-end avec un programme alléchant RCK ISFA au stade municipal. Adama Guiti, Kalfa Ouattara. Le public sportif ne pouvait rêver mieux pour la reprise du championnat national de football de première division qu'une opposition Rail Club du Kadiogo, Union sportive des forces armées nationales. C'est le choc de la 17e journée qui annonce les hostilités de la phase retour. Et lorsque le leader à mi-parcours, le RCK, rencontre l'équipe classée 8e, l'USFA, le match n'est jamais joué d'avance. Ce match de vendredi-là, nous partons pour prendre les 3 points. Voilà. Tout match que nous allons jouer dans cette phase retour-là, nous partons chercher les 3 points. Je pense que l'effectif que nous avons actuellement là, je pense que cet effectif-là peut jouer ce championnat-là et voire même remporter ce championnat. Tous les matchs du RCK sont considérés comme des derbies. On n'a pas de match facile. On se rappelle toujours de notre match d'Edougou. Ça n'a pas été un match facile. Donc on n'a pas de petits matchs et je me dis qu'on part dans le même sens. Produire le bon jeu et à la fin avoir les 3 points. L'esprit les gagne. Outre l'opposition RCK ISFA, on aura ce samedi un palpitant USO RCB et Asfa Nyenega Majestic au stade du 4 août. La phase retour est le dernier sprint de la saison 2015-2016 et le successeur du RCB sera connu en juillet prochain à l'issue des 30 journées du Faso Foot. L'investiture de Faustin Archange Touadéra décryptée aujourd'hui par les quotidiens. La revue de presse est signée de Aimé Solange Guigma. L'investiture de Faustin Archange Touadéra décryptée par les journaux de ce jour. L'on apprend dans les colonnes de Sidoya que la présidente de la transition en Centrafrique, Catherine Samba Panza, a remis officiellement le pouvoir au président élu, Faustin Archange Touadéra, hier matin à Bangui. C'est donc une page qui se tourne, mais celle à écrire est pleine d'interrogations selon l'observateur Palga, dans la mesure où c'est d'un véritable champ de ruines que le nouveau président hérite, un pays désaxé par les violences interethniques et interreligieuses qui ont régulièrement entraîné la Centrafrique au bord de l'abîme. Touadéra a donc du pain sur la planche pour écoler tous les morceaux, renchérit le pays. Et les chantiers qui l'attendent portent le nom de réconciliation, relance économique et DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion des ex-combattants, notifie le soir. Mais le plus urgent reste le défi sécuritaire, indique aujourd'hui au Faso, car explique-t-il de mémoire de Centrafricains, que ce soit sous les 5 républiques ou sous l'Empire, l'ex-Ubangui Chari n'a jamais pu assurer lui-même sa sécurité. Et c'est moult fois que la France a dû intervenir, soit pour rétablir ce qui s'apparentait à un ordre constitutionnel normal, en faisant allusion à l'opération Barracuda, soit pour chasser des envahisseurs ou des bandits sans foi ni loi.
vit donc des FACA compétentes, opérationnelles et disciplinées, martèle le journal. Surtout que le quotidien nous apprend que la France mettra fin en 2016 à son opération militaire Sangari en RDCA, estimant que sa mission de restauration de la sécurité est accomplie. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous tout à l'heure avec notre équipe de Bobo Dioulasso pour le magazine Toutes les cultures. Nous serons aussi en direct de Bobo Dioulasso pour la dernière nuit du jeu pénal. À demain.